Ça qu'a fait tout le monde, Jean-Marie Altema pour l'autre épisode Haiti Tech Connect. C'est un plaisir pour nous recevoir encore une fois sur le podcast ça, pour nous parler technologie, pour nous parler de développement, pour nous parler de tout ça que technologie est capable de faire, mais surtout tout ça nous besoin pour nous faire transformation digitale là. Aujourd'hui, on reçoit un Haïtien qui est basé à Singapour, un Canado-Haïtien, je peux dire, qui est entrepreneur, qui est un investisseur et qui travaille dans le secteur énergétique. Je reçois aujourd'hui Lenny. Lenny, comment vas-tu? Ça qu'a fait? Ça qu'a passé? Ça va bien, Naboulé Petit, comment il est? En forme? Alors, parle-moi un petit peu de toi, Lenny. Tu es un Canado-Haïtien. On va en parler et aussi de tes projets sur Haïti. Mais parle-moi un petit peu de toi pour les gens qui ne te connaissent pas encore. Qui est Lenny? Ah, Ok, d'abord, merci beaucoup, Jean-Marie, pour l'invitation. Je te félicite pour un podcast qui est très Bien, informatif, ce podcast. Donc, bien. pour ma part, donc comme tu l'as bien dit, c'est Léni Pétigny. Je suis ingénieur de formation et j'ai aussi un MBA. Donc, je suis à la fois canadien et haïtien. Mes deux parents sont du Cap. Donc, mon père Hmm, de Limonade plutôt et ma mère hmm, est du Cap. Donc, Limonade à côté du Cap. J'ai plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de l'énergie. Donc, j'ai débuté chez Alstom et j'ai aussi travaillé chez GE, qui sont de grandes compagnies dans le domaine énergétique. hmm, J'ai notamment participé à des projets d'hydroélectrique, centrales thermiques, énergie renouvelable. J'ai géré des chantiers un peu partout dans le monde. Donc, par la suite, le travail m'a amené à m'établir à Singapour. Donc, en 2010, je me suis hmm, établi de façon permanente à Singapour. Donc, euh, à ce moment-là, mon travail était plus axé sur l'administratif, manager, leadership roles. Donc, c'était hmm, hmm, moins technique et c'est hmm, plus hmm, superviseur. Et puis ensuite, j'ai établi ma propre entreprise qui s'appelle Petigny Solutions, donc qui est reliée à mon travail. Donc, c'est hmm. un cabinet qui accompagne le développement d'infrastructures durables dans les marchés émergents. Donc, c'est à peu près mon parcours. J'ai Hmm. travaillé avec Petigny Solutions, surtout en Asie et au Moyen-Orient. Donc, Hmm. on donne des conseils à des développeurs, des sociétés d'investissement, à des institutions financières. Donc, on donne des conseils sur la faisabilité technique et les Hmm. risques Hmm. liés aux grandes infrastructures d'énergie surtout, et puis sur Hmm. le développement durable. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, la raison pour laquelle je suis sur le podcast, c'est que plus récemment, j'ai commencé aussi à m'impliquer dans l'écosystème haïtien Mhm. et comme investisseur et aussi comme conseiller, histoire de mettre un peu l'épaule à la roue à ma façon. Donc, comme On va plusieurs en de la parler dire. sans doute. On va en parler en Ouais. détail dans cet épisode. Mais tu es né au Canada ou en Haïti? Donc, moi, je suis né au Canada, mais OK. ce qui est particulier, et ce qui est courant dans plusieurs familles immigrantes, quand je Mhm. suis né, mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, donc ils m'ont envoyé en Haïti quand j'avais 3 mois. Donc, j'ai passé OK. les 2 premières années de ma vie en Haïti, chez de la parenté, mes grands-parents, et puis ensuite, Mhm. lorsque la situation s'est stabilisée au Canada, je suis retourné au Canada et j'ai grandi le reste de ma jeunesse Mhm. au Canada. Donc, techniquement, je suis né au Canada, mais à 3 mois, on m'a Mhm. renvoyé en Haïti pour 2 ans. Oh, wow, wow. Donc, sans doute, tu as eu le temps là, de goûter au fameux du riz à pois collés, Ben ouais, du riz à légumes. ouais, Ouais. ouais. J'ai grandi avec ça et subconsciemment, je suis sûr que j'ai encore des souvenirs de quand j'étais bébé en Haïti. Mais OK. oui, avec mes parents, j'ai grandi dans la culture haïtienne. On entendait le créole tous les jours, même si on ne parlait pas nécessairement tout le temps avec nos parents. On répondait en français, mais ils se parlaient en créole et nous parlaient en Ouais, créole souvent. Et ouais. pour ce qui est de la culture et de la nourriture haïtienne, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien de mieux que la nourriture haïtienne et j'essaie d'en cuisiner moi-même, même à Oh, Singapour. wow. Ah, mais c'est superbe, c'est superbe. Donc, les souvenirs que tu as d'Haïti,
c'est quand tu vois Cap Haïtien, je dis, de ta pensée, est-ce que tu te fais une idée et comment tu te sens quand tu penses à Cap Haïtien, quand tu penses à Haïti? Mais tu vois qu'on était plus jeune jusqu'à la fin de l'adolescence. On est retourné assez souvent en Haïti durant les étés, ce qui est très Hmm, courant avec les gens de la diaspora. Et on retournait voir la famille qui était à Limonade et qui était au Cap-Haïtien, des souvenirs, de tellement bons souvenirs dans les années 70 et 80 quand on retournait, et même dans les années hmm, 90, quand on retournait voir la famille, la nourriture, l'amabilité, la ouais, langue, la culture. ouais, C'est de très bonnes mémoires. Mais je ne suis pas retourné en Haïti depuis quand même plusieurs années. Mais ok, j'ai de très bons souvenirs des étés qu'on passait en Haïti. ouais, ouais. Et les rivières, la mer, Rivière. euh, les randonnées, donc Ouais, Haïti, ouais, on dit c'est un cher pays, Haïti. ouais, On ouais, laisse ouais. jamais Haïti, quoi. Non, non, Et les tout à fait. souvenirs sont assez intéressants. Donc, tu es retourné au Canada. Où est-ce que tu as étudié? Comment ça a été dans ton environnement, je dirais, dans la communauté haïtienne? Je ne sais pas si tu étais basé à Montréal et comment ça que c'était. Ouais, donc c'est moi et mon frère. Nous sommes deux frères dans la famille. Et puis on a grandi à Montréal, Hmm, dans un environnement qui était très multiculturel. On n'était pas nécessairement dans le quartier haïtien. Et même, je dirais que Euh, l'école où nous sommes allés, nous étions que cinq Noirs, tous d'origine haïtienne, dans une école de 1 000 étudiants, tous des hmm, Québécois. Donc, ok, ça a été une adaptation. Il a fallu s'adapter à la culture, euh, la langue, la façon de faire, les valeurs, les mœurs. Et ça s'est bien passé. Et on a eu aussi un père qui était très focusé euh, sur l'importance de s'adapter à la culture du pays d'accueil. Donc, on oui, faisait du ski, on faisait du patin, il ouais, adorait la culture québécoise et il s'est été forcé à ce qu'on s'adapte et que on essaie de ouais, s'imiter dans cette culture-là. Et je crois que ça a été vraiment un grand bénéfice pour moi et mon frère. Donc, tout hmm, s'est bien passé à l'école. On a grandi sans problème. Les études, ça s'est bien passé. Moi et mon frère, on s'est bien débrouillé hmm, dans nos études, donc ça nous a permis. Il faut dire aussi que à la maison, nos parents étaient quand même assez très sévères. Ils étaient vraiment à cheval ouais, sur ouais. nos études. Je Les vous études laisse. d'abord, hein. Ouais, c'est ça, exactement, exactement. C'est priorité, c'était les études, les amis après. On nous mettait aussi dans des activités parascolaires, le piano, le violon, le soccer, etc. Donc, on Hmm, n'avait pas beaucoup de temps pour flâner dans les rues. Et hmm, hmm, donc, ça s'est très bien passé. J'ai eu une très bonne expérience. Et, moi et mon frère, on dirait la même chose que notre expérience au hmm. Québec, c'était très bien. C'est un exemple typique de résilience, si je peux dire, Mm. de consécration aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents qui sont aujourd'hui dans d'autres pays, que ce soit les États-Unis, le Canada particulièrement, et qui font beaucoup d'efforts pour élever leurs enfants et donnent le maximum d'eux-mêmes pour que leurs enfants puissent s'intégrer, mais surtout avoir un rêve. Et je crois que c'est l'exemple typique des parents haïtiens, des parents résilients haïtiens qui sont aujourd'hui, malgré la situation, et font beaucoup d'efforts pour apporter le maximum à leurs enfants. Donc, c'est superbe, c'est superbe. Maintenant, et tu as intégré une école de génie. Ensuite, tu as fait des expériences et c'est de ça qu'on va parler aussi. Dans des compagnies qui travaillent dans le domaine de l'énergie en général et tu as occupé des fonctions importantes. C'était toujours au Canada ou ailleurs? J'ai commencé ma carrière au Canada. J'ai fait 4 ans chez Alstom, comme je disais, qui est une grande entreprise un conglomérat français Mhm. qui navigue dans l'énergie, les trains et d'autres domaines industriels. Donc, je travaillais dans la division de la production d'énergie, spécifiquement l'hydroélectricité.
Et j'ai fait 4 ans avec eux en région montréalaise avant d'avoir été recruté par GE. Je pense que la plupart des gens C'est qui General sont Electric, c'est ça? General Electric, exactement. Mm. Donc, la plupart des gens qui s'y connaissent dans le domaine Ouais, technologique connaissent GE, qui ouais. évolue dans plusieurs domaines également. Et donc, c'était une expérience qui a vraiment donné direction au reste de ma vie professionnelle, de ma carrière, parce que c'était Mm. une expérience, l'une des meilleures expériences professionnelles que j'ai eues, c'était de travailler dans la construction de euh, centrales thermiques et d'autres euh, projets de production d'énergie. Mm. Et ça m'a permis de voyager un peu à travers le monde. Donc, j'étais basé directement là où se trouvaient ces installations énergétiques. Donc, j'ai fait ça presque une quinzaine d'années. Tu avais Et quel âge approximativement quand tu as j'avais intégré le... 28 ans. Wow, wow, 28 c'est ans. super, Ouais. c'est super. Donc, Mhm. à 28 ans, j'ai passé la plus grande partie de ma jeune carrière un peu partout. Donc, ça m'a permis de, de me développer professionnellement avec des gens Mm. très compétents, intelligents, mais aussi de connaître différentes méthodes, différentes cultures, différentes Ouais, langues. Et je ouais. trouve que c'est très enrichissant. Différentes réalités aussi, parce que je sais que tu as voyagé, tu as travaillé en Asie, tu as travaillé dans d'autres pays de l'Afrique, je crois. Et tout ça, ce sont des réalités différentes. Et ça fait partie, je peux dire, de toi, de ce que tu es comme professionnel et qui te permet de t'adapter sans doute à des situations particulières. Oui, je pense que oui, quand je dis enrichissante, ça inclut justement cette capacité de s'adapter à différentes situations. Mhm, mhm. Et ce que j'ai aimé aussi, ça permet d'avoir une différente perspective. On grandit au Canada dans un pays qui est quand même riche, des fois on a une idée particulière de là où on se situe par rapport au reste du monde. Et Mhm, personnellement, je trouve au contraire, ça m'a donné une appréciation des valeurs et des compétences de personnes qu'on retrouve dans des pays qu'on considérait développés ou sous-développés ou du tiers-monde. mhm, Moi, personnellement, c'était le contraire. Je trouvais qu'il y avait des personnes qui étaient très créatives, beaucoup d'initiatives, mhm, très compétentes, et ça a vraiment explosé mhm, cette bulle intellectuelle que que je m'étais faite qui disait que moi, je vais arriver là-bas avec une certaine compétence et je vais leur montrer, alors que c'est vraiment pas dans plusieurs cas, c'était mhm, pas la situation. Et en même temps, euh, il faut développer une certaine capacité de s'adapter à différentes cultures. Donc, lorsqu'on est capable de mhm, s'adapter à peut-être apprendre la langue ou apprendre les façons de faire, que ce soit mhm, culturel ou technologique, ça va mhm. très bien et c'est très enrichissant. Mais dans tout ça, et tu avais peut-être, tu gardais contact avec pas tes parents sans doute, je suis sûr, mais Ouais. tes grands-parents, la famille que tu as en Haïti, tu étais toujours connecté à Haïti sans doute, et avec peut-être une vision quand tu avances pour dire vraiment comment Haïti peut bénéficier sans doute de ces expériences-là que tu étais en train d'acquérir, non? Oui, donc il y a deux aspects à ta question. Donc, le premier aspect, oui, je garde contact avec ou un lien euh, Mhm. émotionnel Oui. ainsi qu'un lien littéral avec ma famille haïtienne, du côté haïtien. Et l'autre partie de la question, c'est, j'ai toujours, comme on dit, in the back of my mind, cette Mhm. idée que ce que j'apprends, ce que je fais, je vais pouvoir le mettre au bénéfice d'Haïti. Ça a toujours été D'Haïti. quelque chose qui était en dedans de moi. Et je crois que ça a été inculqué par mes parents, mon père en particulier. L'une des raisons pour laquelle, honnêtement, j'ai décidé d'aller en ingénierie, c'était mon père qui avait bon, on parle un peu de la culture haïtienne qui va décider, bon, les enfants, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Ouais, ouais, Et c'est ingénieur, médecin, avocat. À voilà, cette époque, c'était comme ça. Ouais. voilà. Donc, mon père avait
un peu décidé. Par chance, je me débrouillais très bien en sciences. Ouais. Donc, à ce moment-là, ça n'a pas été un problème, mais c'était quelque chose qu'il voyait déjà à son époque. Il disait que mes enfants Mhm. allaient être agronomes, être ingénieurs, et puis pouvoir retourner et aider le pays. Donc, c'était l'idée Mhm. déjà que la graine qui avait été semée. Et durant ma carrière, même si je ne l'ai pas fait immédiatement, durant ma carrière, ça a toujours été une graine qui a germé. Et je m'étais toujours dit que si je pouvais faire quelque chose pour contribuer, eh bien, je le ferais. Mhm. Et c'est ce que j'ai décidé de faire depuis peut-être quelques années. J'avais décidé euh, de me réintégrer à l'écosystème Ouais. haïtien et voir ce que je pouvais faire pour contribuer. Lenny, tu m'as contacté et c'était pour recruter, je peux dire, des innovateurs haïtiens. Euh, euh, c'est dans le cadre de WSA, tu vas nous en parler un petit peu plus. Et c'était encore l'idée de mettre en lumière les activités, je pourrais dire, les innovations, les jeunes haïtiens. Et comment est-ce que ça se passe? C'est quoi WSA? Et tu peux nous dire aussi comment un jeune haïtien, un jeune innovateur haïtien peut soumettre son projet pour participer au WSA. OK, merci Jean-Marie. Je suis très content que tu mentionnes WSC. C'est une initiative très intéressante. Premièrement, je collabore avec WSC, ça veut dire le World Summit Award. C'est une initiative internationale qui a été initiée par l'ONU. Et puis, ce que ça fait, c'est que ça met en valeur chaque année les meilleures solutions numériques avec impact. Donc, partout dans le monde. Donc, Mhm. ce que j'espère faire, comme tu dis, c'est de pouvoir identifier des initiatives et des projets développés par des jeunes entrepreneurs haïtiens euh, et qui mettent en valeur ou qui intègrent des solutions digitales. Donc, Mhm. normalement, la façon dont WSC fonctionne, ils ont ce qu'ils appellent des country experts ou national Mhm. expert. Et malheureusement, WSC, qui a été lancé en 2003, n'a jamais eu de national expert haïtien. Donc, on n'a jamais eu l'opportunité d'essayer de recruter des Haïtiens pour participer à cet événement-là. Et Mhm. bon, les gens vont dire, je n'habite pas en Haïti, je suis pas dans l'écosystème. J'ai rencontré, c'est par chance au Vietnam sur un projet sur lequel je travaillais, j'avais eu accès au chef des Head of European Chamber of Commerce, la Chambre de commerce européenne au Vietnam. Et Mhm. en parlant d'un projet en particulier sur lequel on pensait collaborer, il a su que j'étais haïtien et lui, il est l'un des représentants principaux de cette institution-là. Il m'a dit, écoute, on n'a pas d'haïtien, il n'y a jamais eu d'haïtien, tu peux peut-être être la personne qui va initialiser le Mhm. processus en Haïti si éventuellement dans les années qui viennent, on peut trouver des personnes, parce que je fais ça de façon volontaire, si on peut trouver des Mhm. personnes qui sont en Haïti, qui sont en plein milieu de l'écosystème, qui sont prêts à prendre le flambeau. Donc, ce serait parfait. Mais entre-temps, je me suis porté volontaire pour pouvoir faire la phase Mhm. initiale et essayer de trouver des Haïtiens. On avait peu de temps pour essayer de trouver des candidats parce que la date de candidature approche. Donc, ceci dit, ça a été lancé WSC a été lancé en 2003 dans le Mhm. cadre du sommet mondial sur la Société d'information des Nations Unies. Donc, l'objectif, c'est, comme je disais, de repérer et récompenser chaque année les meilleures solutions numériques locales, donc haïtiennes, Mhm. qui contribuent directement aux objectifs de développement des Nations Unies. Donc, il faut que ça. Mhm. L'important dans ce que je viens de dire, c'est qu'il faut que ça ait un impact. Donc, Mhm. euh, l'avantage pour les jeunes Haïtiens, les jeunes entrepreneurs pour participer, c'est que si vous avez une entreprise ou un projet qui intègre une solution digitale, vous avez la possibilité, hein, je parle maintenant aux entrepreneurs haïtiens, vous avez la possibilité d'avoir une visibilité mondiale. Parce que Mhm. si vous êtes lauréat, Mhm. vous allez être présenté devant un réseau de plus de 180 pays. Vous Wow. avez, vous allez avoir des décideurs publics, vous allez avoir des investisseurs, vous allez avoir des Mhm. mentors, des Mhm. médias spécialisés. Donc, vous allez pouvoir
être exposé à une Mhm. vaste audience mondiale. Et je crois que c'est très difficile de trouver quelque chose de mieux lorsqu'on est un jeune entrepreneur, on essaie de démarrer, on essaie d'avoir des investisseurs, etc. Donc ça, premier point. Ensuite, on a les entrepreneurs vont avoir un écosystème d'experts. Ils vont avoir accès à des euh, à une communauté de startups, des ONG, des experts en informatique, des représentants gouvernementaux qui sont mobilisés pour la transformation numérique et développement durable. Donc, cet accès-là, c'est quelque chose qui est très prisé par n'importe quel innovateur, par n'importe quel entrepreneur qui veut partir un startup. Il y a des Mhm. opportunités de financement, comme je disais avant. Donc, ça, c'est, je dirais, probablement l'une des raisons pour laquelle la plupart des gens vont vouloir participer, c'est savoir qu'ils vont avoir une opportunité de financement s'ils réussissent à gagner ou à être sélectionnés pour participer. Mhm. Donc, vous allez avoir un accompagnant, pour avoir premièrement un accompagnement de levée de fonds. Donc, quand je parlais de High Pro, c'est une des trucs qu'on a réussi à faire. On avait réussi à avoir un agent qui nous accompagnait pour développer un pitch deck, pour essayer de trouver d'autres investisseurs. Donc, ça, c'est quelque chose qui vaut beaucoup. On peut nouer des partenariats et développer des modèles à l'international. OK? Mhm. Et Et ça va avoir lieu où? Le sommet va avoir lieu où? donc, le sommet cette année, c'est pas confirmé, mais ce qu'on me dit, c'est que a priori, ça va avoir lieu l'année prochaine à Vienne, en Autriche. En Autriche. OK. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est tout frais payé pour celui ou celle qui sera nominé, si je peux dire, pour représenter Haïti. C'est tout frais payé, c'est comme ça que ça se passe. A priori, il y a un concours qui est national. Donc, toutes les personnes qui vont offrir un projet ou une solution digitale en Haïti, on va les évaluer et puis on va choisir le Mhm. projet qui est le plus adapté à ou la meilleure solution digitale qu'on va pouvoir présenter aux 150 juges qui font partie de 180 pays. Donc, ces juges-là vont décider parmi les 150, on a 150 ou 100, entre 150 et 180 participants, dépendamment combien de pays vont pouvoir présenter des OK. solutions. Et parmi ceux-là, ils vont en choisir une cinquantaine. Et de ces OK. cinquantaines, ces gens-là vont aller en Autriche, à Vienne, et ils vont avoir tout frais payé et Mhm. ainsi que tout support dont ils vont avoir besoin, que ce soit de visa, lettre de Ouais. recommandation, etc. Donc, L'hébergement et hébergement, nourriture, tout frais transport. payé. Ouais, Super. Super. C'est une opportunité énorme pour nos jeunes Haïtiens. tout à Et fait. moi, je dis toujours que quand il y a des difficultés, l'innovation est présente parce que il faut toujours trouver des réponses aux problèmes. Et je crois que vraiment Haïti peut faire partie de cette délégation-là qui va participer au sommet. Les conditions d'éligibilité, c'est quoi? OK. Le, un truc que je voulais d'abord dire, c'est que pour continuer sur ce que tu venais de dire, c'est que moi, ce que j'aime dans ce que tu viens de dire, c'est que les Haïtiens qui vont être capables de trouver des solutions digitales qui sont capables d'avoir un impact positif en Haïti, on sait les problèmes qu'on retrouve en Ouais. Haïti, ils sont capables de trouver des solutions qui fait qu'ils sont avoir un impact positif. À ce moment-là, beaucoup de personnes vont dire si ça fonctionne en Haïti, ça peut fonctionner partout, donc ça va être très Fonctionnaire. prisé. Ouais. Donc, Ouais. on peut regarder, comme vous dites, les défis comme des opportunités. Hein? Mhm. Donc, Ouais. à ce moment-là, là, il faut que ce soit une innovation le plus important, il faut que ce soit une innovation qui intègre des solutions digitales. Mhm. OK? Donc, que ce soit application, que ce soit website, que ce soit Mhm. télésanté. Donc, Mhm. il faut que ce soit une intégration de solutions digitales dans 8 domaines différents et on va vous donner un lien. Et Mhm. l'important, c'est que ce soit dans un des 8 liens sur Mhm. lesquels les Nations Unies portent le plus d'importance. Donc, un des Mhm. liens, Ça doit c'est être sans doute.
C'est Vas-y. la santé, l'éducation, L'éducation, l'énergie, voilà. l'énergie. Ouais. Ouais. Smart cities, Wow. citoyenneté, inclusion. Donc, il y a 8 aspects sur le livre, vous Mhm. allez trouver. Donc, si votre projet aide à résoudre un de ces problèmes-là ou a un impact positif sur euh, un de ces catégories, Ça, de c'est ces 8 Mhm. catégories, à ce moment-là, s'il vous plaît, vous présentez et vous avez de très bonnes chances, en autant que le projet a un impact positif. L'autre truc important, une des choses importantes pour pouvoir être considéré, il faut que le projet soit soutenable. Donc, Mhm. cette initiative, c'est pas vraiment pour des projets qui se basent sur des grants. J'oublie le mot en Mhm. français. Donc, il faut que ce soit soutenable financièrement. C'est-à-dire, on peut Oui, c'est partir des avec des dons. grants, pardon, sur des dons, Non, oui. je dis non. Mhm. Merci. Donc, on peut partir peut-être avec des dons, mais si on est capable de prouver que les dons, c'est seulement pour le projet initial, mais que Ouais, éventuellement, ça va être... ce sont les investisseurs qui vont aider sans doute à faire c'est grandir le projet. c'est ça. Il faut que ce Mhm. soit à ce moment-là, que ce soit à travers des investisseurs ou à travers un mécanisme de profit. Ouais. Il Je faut que crois. ce soit soutenable et que ce soit pas des dons année après année. Ouais. Donc, c'est basé Ouais. là-dessus. Il Ouais. faut que ce soit Il faut un véritable plan d'affaires. Il faut un véritable plan d'affaires pour voir et si on investit un montant, comment on va avoir un retour sur sur cet investissement-là. ouais, exactement, Ouais. exactement. Il faut que ce Eh bien, soit, bon. on essaie de trouver des jeunes, donc moins de 35 ans. Donc, Mhm. c'est surtout pour essayer de trouver dans l'écosystème des jeunes entrepreneurs dynamiques avec beaucoup d'énergie qui sont capables d'amener avec eux un groupe d'autres jeunes Ouais. enthousiastes et avec beaucoup de connaissances techniques. Et à ce moment-là, on essaie de trouver plutôt des jeunes. Donc, préférentiellement, c'est moins de 35 ans. Euh, On va en trouver sans doute. On va ouais, en ouais, ouais. trouver parce qu'il y a beaucoup de jeunes en Haïti et qui travaillent et aussi qui ont une connexion avec leur communauté en essayant de résoudre des problèmes, je dirais des problèmes haïtiens. C'est ça le ouais, plus important. ouais. Ouais, ouais. Et on va rapidement parler de iPro. Je sais que tu investis dans iPro. Est-ce que tu peux nous dire rapidement ce que c'est iPro? Là, on met en lumière ce que tu fais et la connexion que tu gardes avec Haïti. iPro, c'est quoi? Et pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est. OK. Hypro, c'est Hypro Distribution, le mot complet. C'est une combinaison de IT et professionnel, Hypro. Donc, Mhm. je suis un des investisseurs. Donc, quand je parlais que j'essayais de m'impliquer dans l'écosystème haïtien, mon entreprise, une des façons dont j'essaie de m'impliquer, c'est d'investir dans des entreprises haïtiennes qui ont un gros potentiel. Donc, Hypro était une de ces compagnies-là dans lesquelles nous avons investi. On était l'un des investisseurs initiaux pour Mhm. Hypro. C'est une compagnie d'exportation de denrées et produits agricoles haïtiens. Donc, j'ai aussi rejoint Mhm. le conseil d'administration. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met sur le renforcement des chaînes d'approvisionnement agricoles. Donc, c'est un défi très passionnant. Donc, c'est un peu à l'intersection du justement ce que je te disais que je voulais faire, c'est-à-dire l'intersection Mhm. du développement économique et la Mhm. transition euh, pour Mhm. le développement durable. Right? Donc, Mhm. c'est les types de produits qu'on envoie dans l'exportation, c'est les produits que la diaspora haïtienne est en Mhm. manque. Donc, en Floride, j'imagine à New York, à Montréal, pour l'instant, on est surtout axé sur la Floride, mais la plupart des produits qu'on envoie, c'est des produits comme la cassave, des produits comme Mhm. du café, Le Mamba. le mamba. Donc, tous les John produits, John, du riz, tout ça, jonjon, parce que, riz, hein, on envoie tout ça. Donc, s'il y a des Haïtiens, alors, c'est produit en Haïti oui, ou c'est produit ailleurs? c'est produit en Haïti. Donc, c'est Hmm. l'exportation de produits faits en Haïti, purement haïtien. Et puis, Et éventuellement, distribué sur le marché américain, canadien.
distribué sur le marché américain pour l'instant, mais ça va être Ok, le but de l'entreprise, bientôt. c'est de Mhm. distribuer le produit dans l'international. Donc, on est Hypro est l'un des plus grands exporteurs de produits haïtiens. On envoie ça dans les gros fournisseurs, les wholesalers, qui sont Mhm. basés, eux, aux États-Unis et que eux vont faire la distribution dans les marchés haïtiens. On distribue aussi directement dans les marchés, restaurants, Ok. petits supermarchés haïtiens. On distribue à travers Amazon aussi. On distribue à Mhm. travers le site web directement de iPro Distribution. Donc, on a plusieurs procédés de Mhm. distribution, plusieurs façons de distribuer le produit à travers le marché pour rejoindre les Haïtiens de la diaspora qui, euh, qui comme moi, grandissent avec Ouais, un manque ouais, de produits haïtiens. ouais. La Donc, on est, monde est, ouais, les produits haïtiens. c'est ça, Donc, je veux parler, comme tu le dis là, de du riz, de diondion, de mamba, de cassave, et tout tout ça, ça. café C'est- et autres. Café aussi. Oui. Superbe, superbe. C'est intéressant. Écoute, Lenny, on va vraiment retourner au sujet principal qui est l'énergie. Et je suis sûr que on va permettre aux gens de comprendre que euh, l'énergie est au cœur de toute transformation, particulièrement de la transformation digitale. Mais pourquoi l'énergie est partout et l'énergie est la base de développement et pourquoi c'est l'électricité qui peut nous aider à vraiment faire cette transformation-là. Euh, L'électricité, moi personnellement, je crois qu'il n'y a pas grand pilier plus important que l'électricité dans le développement d'une nation. Euh, Mhm, Quand vous consultez, surtout si on parle de développement numérique, mais si on parle de développement, par exemple, des data centers, par exemple. Les mhm, gens disent, oh, les sites web utilisent des data centers, mais ces data centers utilisent une grande quantité d'énergie. Les gros data centers qui sont utilisés par Amazon et Meta, et Google, etc., mhm, euh, ils vont utiliser une quantité qui est presque égale à l'énergie qu'on retrouve, par exemple, pour énergiser une ville au complet. Donc, on parle de mhm. plusieurs centaines de mégawatts. Moi, quand je De faisais la mégawatts. construction de centrales thermiques, par exemple, aux États-Unis, une grosse centrale thermique pouvait avoir 1500 mégawatts, donc des centaines et des centaines de mégawatts. Alors, et ça, c'était pour pouvoir produire de l'énergie pour une ville entière. Mais Mhm, imaginez que maintenant, il y a des data centers qui vont avoir une centrale thermique spécifiquement pour le data center. Oublions les villes, mais mhm. spécifiquement pour le Ouais. data center. Donc, c'est essentiel, premièrement, pour pouvoir suffire à la demande. Donc, Mhm, mais aussi parce que c'est essentiel pour avoir une énergie constante. Et c'est très mhm, difficile de développer un pays lorsqu'on n'a pas accès à une énergie fiable et constante. Et c'est ce qu'on retrouve dans plusieurs pays, en Haïti, en Afrique du Sud maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. Et mhm, à ce moment-là, ça, c'est l'une des raisons pour laquelle c'est si important ça. Quand on parle par exemple, de AI, c'est-à-dire mhm, AI, l'intelligence artificielle. Donc, mhm. la demande en intelligence artificielle, on va la voir, elle va exploser dans les prochaines années. Donc, Ouais. on parle de plusieurs heures de calcul intensif sur des Mhm. capteurs de IoT. Vous savez c'est quoi, capteurs d'IoT, Internet of Things. Donc, ce Mhm. sont, Tout ce qui est Internet des objets, des voitures qui circulent dans les routes sans conducteur ouais, et des objets, c'est ça. je Des dirais, instruments, comme pour le des instruments, thermomètre, ouais, c'est ça, voilà. ouais, Donc, ouais. ça génère un flux continu d'informations. On a besoin d'avoir Mhm, beaucoup d'énergie pour pouvoir faire fonctionner ces instrumentations-là, ces instruments et ces mécanismes. Donc, sans l'approvisionnement en électricité, encore une fois, ça va être difficile de développer mhm, l'intelligence artificielle si on veut
qu'Haïti soit, bon, je dirais pas à l'avant-garde, mais saute dans le wagon de l'intelligence artificielle, il va falloir à ce moment-là, ce sera impossible de pouvoir développer cette nouvelle initiative sans un développement de énergie continue, fiable, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Production. Ouais. On sait que le commerce mondial aujourd'hui tourne vers le numérique et tout ce qu'on veut acheter, tout ce qu'on veut commander, on utilise un ordinateur, on utilise un ordinateur, on utilise un téléphone portable pour passer ses commandes. Donc, ce sont des grosses machines qui sont derrière, qui sont alimentées en énergie, qui traitent, je dirais, ces requêtes-là. Donc, ça veut dire, autant qu'il y ait une pression par les usagers pour changer leur mode de vie dans tout ce qui est service, c'est autant aussi qu'il faut développer de capacités en énergie pour pouvoir répondre à ces obligations-là, si je peux comprendre. Et tu viens de parler d'Amazon. Donc, si on regarde la quantité de requêtes qui se produit pour acheter, je dirais, consulter un produit, acheter un produit ou autre. Donc, il faut qu'il y ait de grosses machines derrière et qui sont alimentées. Tu parlais tout à l'heure de data center, donc qui sont alimentées en énergie. Donc, ça veut dire qu'il y a une grosse demande aussi pour l'énergie. Oui, chaque fois que tu consultes un dossier médical en ligne, chaque fois que tu fais une commande sur un site Internet, on parlait d'Amazon, si on fait un paiement mobile, tout ça, ça dépend d'un flux d'énergie permanent. Okay? Donc, si le courant manque, même quelques minutes, ces serveurs-là, ils vont se déconnecter. Donc, les données peuvent être corrompues, les utilisateurs vont perdre confiance. Ouais. Donc, un bon réseau, c'est un réseau qui garantit des services et qui reste disponible de façon permanente. Si ça n'arrive pas, je dirais qu'une stratégie digitale, ça va être voué à l'échec, malheureusement. Et c'est pour ça, je répète, l'électricité, je crois que c'est un pilier du développement. C'est aussi important que la gouvernance et la sécurité. Ouais. Donc, en Haïti, on parle beaucoup de sécurité. Je crois que c'est essentiel pour pouvoir avoir une certaine sécurité dans le pays pour pouvoir attirer les investisseurs. Mais je crois que l'accès à l'électricité, une électricité abordable, c'est aussi essentiel. Et comme tu dis, avoir une offre d'électricité qui soit capable de matcher la demande et la demande qui va venir du numérique si on décide d'aller dans le AI, d'installer des data centers et d'avoir une économie numérique, ça va être essentiel. Donc, il faut penser à l'avance parce que certains types d'énergie prennent du temps à être mis en ligne. Moi, je pouvais être sur un site pendant 2 ans avant que la centrale thermique soit mise en ligne. 2 ans, ça, c'est quand j'arrive sur le chantier et on commence à construire la centrale thermique. On n'a même pas encore parlé du design, pre-feasibility study, trouver le financement. Donc, c'est la raison pour laquelle, si on veut rentrer sur le wagon, il faut commencer, il faut penser à l'avance, il faut se rendre compte quelle est l'importance de développer une énergie et assez d'énergie pour pouvoir complémenter la demande. Donc, on parle d'économie digitale, économie numérique en Haïti. Il y a beaucoup d'activités qui se font. L'écosystème, je peux dire, malgré ses faiblesses, bouge un petit peu. Il y a des activités. Mais tu sais que Haïti a un problème grave d'énergie. Donc, les rapports montrent que la couverture est très, très faible, même dans la capitale, Port-au-Prince. On parle de data center, on parle d'économie numérique, on parle d'intelligence artificielle. Il y a de gros investissements qui sont en train d'être engagés dans certains pays. On en parle. Et pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, on dit que c'est une révolution et ça va changer l'humanité. Donc, il y a des pays qui s'y mettent déjà. Mais dans le cas d'Haïti, où
notre réalité, je dirais, est bien différente et on a une couverture assez faible. Port-au-Prince aujourd'hui, c'est 2-3 heures d'électricité par jour. Pourquoi, je dirais, anticiper et ces besoins-là est stratégique pour Haïti aujourd'hui? Parce que on doit faire des choix, on doit faire des choix intelligents. Pourquoi c'est stratégique pour Haïti? OK. Bon, ce que je pense, c'est que si on parle de transition énergétique, euh, d'après mon expérience dans d'autres pays qui ont réussi à passer à travers les transitions énergétiques de façon avec succès, euh, souvent on se heurte à des obstacles qui sont des Mhm, obstacles de fond. Il existe plusieurs leviers concrets pour avancer. OK? Donc, mhm, si je pense à Haïti, il y a des faiblesses institutionnelles. OK? Donc, l'EDH, il y a pas de ressources, il n'y a pas d'autonomie. Donc, ça freine la maintenance et l'expansion du réseau. Moi, je pense à l'Afrique du Sud qui a passé à travers un problème similaire, c'est-à-dire qu'ils avaient un des réseaux les plus performants de l'Afrique. Quand je parle de réseau, je parle de réseau d'électricité. Et mhm, puis, à cause du manque de maintenance et à cause du manque de compétences, à ce moment-là, ces infrastructures ont commencé à se détériorer. Et puis là, c'est très difficile de revenir ensuite lorsqu'on a une détérioration. Donc, il faut avoir quand je parle de faiblesse institutionnelle, c'est ce que je parle, c'est qu'il faut avoir des personnes compétentes, il faut avoir aussi une connaissance au niveau mhm, opérationnel et de maintenance. Moi, je pense aussi le cadre réglementaire. Je pense que mhm, c'est excessivement important. C'est que mon expérience m'a démontré que lorsqu'on a un cadre réglementaire qui est très stable et qu'il n'y a pas beaucoup d'incertitudes, c'est beaucoup plus facile d'attirer des investisseurs et s'assurer qu'ils sont capables de dire, OK, je sais combien je dois investir et je sais combien je vais recevoir en revenus parce que le cadre réglementaire est très stable et très clair. Et je crois qu'en Haïti, maintenant, c'est pas nécessairement très clair. Les mhm. investisseurs vont peut-être avoir un peu peur. Donc, tout le monde fait un peu à sa façon, de façon privée. Donc, avoir un cadre réglementaire très stable, ça va être essentiel. De- de- Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Et quand tu parles de cadre réglementaire, on sait que c'est les lois qui doivent exister, le mode de fonctionnement sans doute des institutions. Et tu peux nous dire un petit peu plus de ça? Ouais. Quand on parle de cadre réglementaire, un exemple, c'est que si on a un développeur qui veut développer plusieurs projets d'électricité, il va vouloir savoir que lorsqu'il va signer ce qu'on appelle un PPA, un Power Purchase Agreement, par exemple, ça, Mhm, il va signer ça avec une personne qui va lui payer pour le courant. OK? Donc, ça peut être un mhm, distributeur d'électricité, ça peut être une entreprise privée. Cette entreprise privée ou ce distributeur d'électricité qui va acheter l'électricité à la centrale ou au développeur qui va développer la mhm, centrale thermique, ils vont s'arranger pour avoir un PPA. Donc, le cadre mhm, réglementaire il dit que à ce moment-là, tout le monde, tous les développeurs qui vont développer une centrale thermique va payer, par exemple, un certain montant, mhm, OK? Et on va s'assurer que ce développeur va recevoir un certain montant pour l'achat d'électricité et que cela, ça va être permanent pendant les 30 prochaines années, quel que soit le mhm, type de développeur. Et que s'il va mhm, développer une centrale thermique ou s'il va développer une ferme solaire, voilà ce que la personne va mhm, recevoir de façon garantie. Par exemple, si l'EDH est le receveur d'électricité et l'EDH va distribuer l'électricité, l'EDH doit pouvoir dire, on garantit que ça va être, voilà le montant que le développeur va recevoir. mhm, 30 cents du kilowattheure, 25 cents du kilowattheure, garanti. Voilà. Mais mhm, si c'est pas constant, si la personne qui arrive en Haïti veut développer un projet d'électricité et se dit, bon, le marché maintenant, on dirait qu'on est en train de me dire que je suis capable d'avoir 20-25 cents du kilowattheure, mais si tout à coup, dans 5 ans, dans 10 ans,
il y a un changement au niveau réglementaire et on ne reçoit seulement que 10 cents du kilowattheure, à ce moment-là, je perds mon argent et je fais faillite parce que je suis pas capable de retrouver de faire mon opération de façon profitable parce que le cadre réglementaire a changé et maintenant, les revenus que je reçois ne sont que la moitié de ce qui était prévu à l'origine. Donc, c'est ça le cadre réglementaire qui peut donner des problèmes à l'investisseur et qui va peut-être refroidir certains investisseurs. Donc, si c'est clair depuis à l'avance et qu'on sait que ça va être permanent, qu'il y a peu de risque de changement, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile. On parle aussi combien de temps ça prend pour développer un projet. Si on développe un projet et que ça nous a coûté plusieurs millions de dollars ou de milliers de dollars en ingénierie, et on arrive pour commencer le projet et on nous dit, à partir de maintenant, on n'a plus le droit de construire sur tel type de terrain, par exemple. Et bien là, c'est voilà, Donc, il faut une gouvernance. Oui, il faut une gouvernance compétente qui soit capable de diriger des réglementations qui sont claires et qui sont pas permanentes, mais au moins qui vont dire à l'investisseur, voilà, vous avez de bonnes chances de faire de l'argent avec votre projet. Vous pouvez développer votre projet et vos revenus seront garantis. Lenny, j'essaie de comprendre. Et là, on parle d'énergie pour la transformation digitale. Et ce que je peux comprendre dans ce que tu dis là, il faut permettre d'avoir, je dirais, de nouveaux opérateurs. Ça veut dire celui qui produit n'est pas nécessairement celui qui distribue dans le schéma que tu me présentes là. Ça veut dire, je peux venir, j'investis mon argent pour produire l'électricité, mais tu peux avoir d'autres opérateurs de distribution. C'est comme ça? Oui, c'est comme ça. Et ça, c'est un très bon exemple que tu donnes parce que on peut avoir un distributeur qui décide qu'il veut aussi, on peut avoir un producteur, un développeur qui veut aussi distribuer l'énergie. Donc, le cadre réglementaire va aussi dire, est-ce que on peut permettre au développeur de distribuer sa propre énergie? Parce qu'à ce moment-là, ce développeur peut dire, OK, moi, je vais faire des installations solaires et distribuer l'énergie directement. Par exemple, un microgrid, distribuer l'énergie directement aux consommateurs dans les maisons, les hôpitaux, etc. Et c'est moi qui va aller récupérer l'argent, etc. Donc, je vais être responsable pour la production et pour la distribution. Mais il y a certains pays où on n'a pas le droit de distribuer l'énergie en tant que développeur. Il y a seulement qu'une institution qui peut distribuer l'énergie. Par exemple, ce serait le DH, par exemple. Donc, il faut savoir clairement quelles vont être les conditions dans le futur. Si une personne décide de développer son projet, sachant que cette personne-là voulait distribuer et récupérer les coûts pour avoir complète autonomie et pouvoir décider exactement comment il va faire ses revenus et s'assurer que cette personne a contrôle sur ses revenus et contrôle sur ses coûts. Mais tout à coup, tout change et on dit que maintenant, non, vous devez passer par l'EDH pour faire la distribution et on sait que l'EDH peut-être n'a pas nécessairement les meilleures méthodes pour pouvoir récupérer les revenus et à ce moment-là, ça crée des problèmes. Donc, c'est un très bon exemple. Super. On va revenir vers les microgrids que tu viens de mentionner. J'essaie un petit peu de puiser et je dirais, de ce que tu viens de dire là. Et disons que le producteur, je dirais, l'institution qui produit l'énergie, peut aussi distribuer. Donc, prenons l'exemple de l'EDH. Est-ce que tu penses que c'est un bon modèle et que l'État aussi soit concurrent d'une institution ou bien d'autres institutions du secteur privé et en tenant compte de la faiblesse et tu disais tout à l'heure de faiblesse, tu parlais tout à l'heure de faiblesse institutionnelle. Est-ce que ça peut être déloyal et ça peut être bénéfique? Est-ce que ce modèle-là existe quelque part où l'État participe dans la production et dans la distribution et aussi d'autres acteurs qui interviennent à ces niveaux-là? Moi, j'ai vu différents types de modèles. On regarde au Québec, par exemple. Au Québec, je crois que 95% de la production et la distribution est fait par Hydro-Québec. Donc, c'est l'État qui produit, c'est l'État qui dirige. Aux États-Unis, on a des modèles hybrides, dépendamment dans quel État on se trouve.
Ça peut être une certaine partie, l'État va distribuer, d'autres parties, c'est le producteur lui-même. Et dans les pays en Asie, c'est la même chose. On a vraiment différents types. Et moi, ce que je dis, c'est que l'avantage d'avoir un modèle où on a différents distributeurs, c'est que ça baisse les coûts parce qu'on a de la compétition. Donc, quand c'est l'État, en général, il n'y a pas de compétition, donc il y a moins d'incentives pour essayer de réduire les coûts, de s'améliorer, etc. Donc, on parle de, peut-être c'est déloyal, mais au bout de la ligne, moi, ce que je pense, c'est qu'est-ce qui est mieux pour la population. Maintenant, on a plus de 50% de la population qui n'a pas accès à l'électricité, je crois. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là, 50% de la population? Si on dit que c'est l'État qui doit donner l'électricité à ces gens-là, beaucoup de ces personnes-là se trouvent dans des milieux ruraux, dans des endroits éloignés. Ça va être très difficile pour l'État d'essayer d'envoyer de l'électricité à travers un système central directement à ces gens-là de façon affordable, moins chère. Abordable, ouais. Oui. Donc, c'est là que viennent les microgrids. Est-ce que l'État peut prendre en main le déploiement de plusieurs microgrids à travers le pays? Moi, je crois que, d'après mon expérience, le privé a beaucoup plus d'efficacité dans ce domaine-là. Et ce qu'ils font, ils doivent faire affaire avec des investisseurs. En Haïti, ça va être, si c'est difficile d'avoir des investisseurs qui sont prêts à investir, on peut faire ce qu'ils appellent un blended finance. Des financements mixtes. Donc, on utilise l'État, on utilise... partenariat public-privé. C'est ça, un partenariat public-privé avec des associations, des agences d'aide mondiale ou globale. Internationales qui peuvent supporter aussi. Ouais, exactement, exactement. Donc, ça, je crois que ce serait beaucoup mieux et ça, premièrement, ça accélérerait le déploiement de microcentrales à travers le pays à un prix beaucoup plus abordable. Tu parlais de microgrid. Pour comprendre ce que c'est, je prends l'exemple de ma ville natale, par exemple des Cayes, où on veut transformer cette ville-là. Ça veut dire permettre, on met le citoyen au centre, je dis toujours, où on dit comment améliorer la vie du citoyen, que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit dans le domaine de la santé. Donc, on crée par exemple un data center et on crée des hôpitaux, on crée des écoles. Maintenant, ces microgrids-là, ils vont aider à distribuer l'énergie et non seulement à la population, mais aussi à ces institutions-là pour pouvoir fournir des services à la population. C'est ça. Oui, c'est ça. Et microgrid, c'est un peu vague parce que microgrid, tout ce que ça veut dire, c'est qu'on a un grid, mais qui est à petite ampleur et qui va être à petite ampleur. Donc, ça va être dédié spécifiquement ou à une institution, une entreprise, ou à une ville ou un petit village. Alors que lorsqu'on parle du grid en général, le grid, c'est plus national à grande échelle. Donc, l'avantage du microgrid, c'est que on peut installer un microgrid en parallèle avec le réseau si le réseau national n'est pas fiable. Donc, lorsqu'on met un microgrid, par exemple, pour donner de l'énergie à l'hôpital, et le microgrid, par exemple, on peut prendre un microgrid qui utilise des panneaux solaires avec peut-être des batteries en backup ou un groupe électrogène en backup. Donc, à ce moment-là, cet hôpital, si le projet est bien administré et bien exploité, l'hôpital peut avoir, ou l'école, ou la ville peut avoir de l'électricité 24 heures sur 24. On n'a pas besoin de se fier au réseau national, National Grid. Donc, on peut se fier au microgrid. Et à ce moment-là, si on a un microgrid qui fonctionne très bien, on peut l'utiliser comme pilote. Et je crois que ça commence à se faire en Haïti, ou ça a déjà commencé à se faire en Haïti. On a commencé, vraiment. C'est ça, depuis une dizaine d'années, je crois. Et puis, si on utilise ce système comme pilote, on peut le répliquer et le refaire partout à travers Haïti. Et à ce moment-là, ce serait beaucoup plus facile d'électrifier le pays plutôt que d'essayer d'utiliser un réseau national qui a déjà un très gros problème à électrifier le réseau qui est existant. Là aussi, tu fais appel à d'autres investisseurs aussi. Oui, tout à fait. Ça peut être des investisseurs locaux. Donc, c'est toute une économie qui fonctionne.
Exactement, exactement. C'est une économie locale. Il faut aussi des opérateurs pour pouvoir opérer le microgrid, dépendamment quel type de microgrid. On développe des techniciens, des ingénieurs, une expertise locale. On développe aussi des équipements. On développe aussi tout un écosystème basé sur l'exploitation de ces microgrids. Et ça, c'est un très, très, très Mhm, gros avantage parce que surtout si on utilise des microgrids qui utilisent des ressources naturelles qu'on retrouve en Haïti. On n'a pas parlé de ça, mais je trouve que c'est très peinant mhm, qu'on importe tant de diesel, tant de carburant pour produire de mhm. l'électricité de façon qui n'est pas nécessairement la plus efficace, alors qu'on a des Ouais. ressources naturelles comme l'hydroélectricité, on a l'eau, on a le Ouais, ouais. soleil, On a le l'eau, on vent. a le soleil, on a le vent. Exactement. C'est naturel et c'est Mhm, gratuit. Et mhm. à l'époque, c'était cher, mais maintenant, on est capable de produire avec des panneaux solaires beaucoup moins Oui, chers. l'ingénierie est plus accessible. C'est Ouais. ça. Voilà. Donc, Euh, Non, non, c'est intéressant. C'est intéressant parce que on parle d'économie locale, et on parle de renforcement de capacité et on parle aussi de distribution d'accès, je dirais, à à cette ressource-là, je dirais, qui est indispensable pour le numérique. Parce que on parle aujourd'hui de ville intelligente. Comme on parle de ville intelligente, et où les smart cities, c'est smart, où tout est smart. hmm. Ça veut dire, c'est pas un humain qui est là pour prendre certaines décisions. Donc, il y a un contrôle, je dirais, dans l'efficacité. Ça veut dire, aujourd'hui, ce qu'on parle là, de quoi on parle, c'est qu'il y a des décisions qui sont prises par des machines dans l'objectif d'économiser l'énergie, je dirais. Couper l'énergie quand c'est pas nécessaire, couper l'électricité quand c'est pas nécessaire. Tu vois? Donc, aller dans un safe mode où on dit on n'a pas besoin de toutes ces capacités-là, on n'exploite pas. Donc, ce sont des instruments intelligents Hmm. qui nous permettent je dirais, de faire cette transformation digitale-là. On ne peut pas parler d'intelligence artificielle sans les data centers, sans les données. Et on ne peut pas parler de data centers sans l'énergie. Donc, ça doit être accessible, ça doit être abordable, mais aujourd'hui, il faut prendre des décisions pour que la population ait accès à l'énergie. Maintenant, Lenny, le rôle de la régulation dans tout ça. Et tu sais, on a une agence de régulation en Haïti qui est l'ANOCE. Euh, je parlais tout à l'heure de nouveaux opérateurs, d'acteurs dans la production, dans la distribution, mais aussi l'aspect commercialisation qui est très important. Et comment tu vois une régulation du secteur de l'énergie en général? Je veux dire, c'est qu'en général, la régulation, je l'ai dit déjà, c'est excessivement important parce que c'est ça qui va décider quel genre d'investissement va se faire dans le domaine. Donc, la régulation va pouvoir dire est-ce qu'il va y avoir de la compétition ou c'est seulement l'État haïtien et l'EDH qui va devoir fournir l'électricité et produire l'électricité ou la distribuer. Ou on va avoir une régulation qui va dire, OK, euh, tous les investisseurs et producteurs d'énergie sont le bienvenu pour compétitionner sur des projets. Et voilà ce que vous allez recevoir, que ce soit de façon garantie ou vous pouvez faire vous-même votre propre négociation et négocier votre propre PPA, comme je parlais avant, Power Purchase Agreement, Mhm. Tu directement parles mhm. avec le DH ou directement avec les différentes institutions ou avec d'autres distributeurs. Peut-être on a un distributeur qui va décider, moi je vais distribuer au CAP et je vais investir dans la distribution au CAP et je vais Mhm. faire c'est moi qui va collecter l'argent et je vais faire un, un, un agreement, un contrat avec un producteur d'électricité. Mais tout ça ne peut pas se faire sans qu'il y ait un cadre de régulation Réglementaire adapté. adapté. Et c'est pour ça que je dis en Mhm. Haïti, vu que je suis pas dans l'écosystème de façon Mhm. concrète, en général, lorsque ce cadre de régulation est clair, est net et à long terme, ça va être plus facile ensuite aux investisseurs de décider, OK, voilà ce qu'on peut faire. Donc, il faut qu'une gouvernance soit capable de s'asseoir et dire, voilà le cadre de régulation dans lequel vous allez naviguer.
et à ce moment-là, ça va être plus facile de décider. Moi, ce que je sais de ce que j'ai vu, c'est que il y a des entreprises qui ont commencé à faire des microgrids en Haïti, qui collectent leur propre Mhm. argent. Donc, j'imagine que dans un certain sens, il y a un type de régulation qui existe, mais je suis pas sûr que c'est clair, permanent et que ce soit à l'échelle nationale. Mhm. Mhm. Écoute, le numérique peut aussi aider à une meilleure gestion de l'électricité. Euh, Par exemple, je parlais tout à l'heure de commercialisation. Donc, à partir des applications mobiles qui existent aujourd'hui, je peux avoir un certain contrôle de ma consommation, en quelque sorte. Donc, ça veut dire que l'énergie est à la base, mais aussi le numérique peut aider à une meilleure gestion de ma consommation, en quelque sorte. Donc, c'est pour ça que et ça va aussi permettre à des jeunes entrepreneurs non seulement d'investir dans le domaine de l'énergie, mais aussi d'entrepreneurs numériques Oui, pour tout à fait, exactement. aider à faire des microgrids. Ouais, tout à fait, exactement. Et ça va dans les deux sens, pas seulement pour le consommateur, essayer de gérer euh, son utilisation de Sa façon, consommation ou son mais, utilisation. mais aussi pour le producteur. Il y a plusieurs instruments ou de solutions numériques qui peuvent aussi gérer la production énergétique et s'assurer que la production soit faite de façon efficace. Donc, on parlait plutôt Mhm. du IoT, Internet of Things. On peut avoir Of des things, yeah. instrumentations qui soient faites de façon à ce qu'on soit capable de détecter quand est-ce qu'on a besoin de faire la maintenance dans un produit, dans un équipement, Mhm. par exemple, des instruments de température, des instruments de vibration, etc. Donc, tous ces instruments-là peuvent être reliés de façon digitale à un ordinateur où on est capable de voir ce qui se passe, comment opère l'équipement, et puis cet instrument-là est capable de détecter quand un équipement spécifique a besoin d'être arrêté et d'être maintenu. Donc, on n'a pas besoin de faire Maintenu. une maintenance qui n'est pas nécessaire, ou peut-être on a besoin de Mhm. faire une maintenance avant la date prévue parce qu'on se rend compte qu'il y a un problème avec cet équipement-là. Donc, on va pas avoir à attendre que l'équipement casse avant de le changer. On est capable de faire Mhm. de la maintenance de cette façon-là. Donc, ça va des deux côtés. Le numérique peut aider aussi autant le consommateur que le producteur aussi à utiliser l'équipement de façon plus performante. Mhm. J'ai visité un centre, je dirais un centre nucléaire en Corée du Sud Mhm. et on nous montrait là le schéma de distribution d'énergie. Et s'il y a une panne, par exemple, et la distribution est routée, je dirais, au lieu de suivre cette route-là pour distribuer l'énergie, automatiquement, et à partir de la plateforme, on sait que le relais va être assuré par tel, tel microgrid ou, je dirais, dans la distribution dépendant du schéma. Donc, c'est encore des instruments que le numérique met à la disposition du secteur de l'énergie pour mieux gérer, je dirais, ce secteur aussi. Donc, comme tu dis là, c'est l'énergie pour le numérique pour améliorer l'énergie. Ouais, exact. Exactement. Tu disais que Haïti a beaucoup de ressources et on parle d'énergie renouvelable, on parle on a du vent, on a le soleil. Donc aujourd'hui, c'est une alternative. Et est-ce que tu penses que on devrait aussi se tourner vers l'énergie renouvelable en Haïti? Euh, Pas seulement parce qu'il y a une nécessité pour protéger l'environnement, mais aussi parce que c'est mieux adapté ou ça peut être plus abordable par rapport à notre réalité aujourd'hui. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Comme je disais un peu plus tôt, je trouve ça vraiment désolant qu'on utilise autant euh, de, De de diesel. diesel et ce genre d'énergie. Même si j'ai travaillé toute ma vie avec les turbines à gaz et les turbines à vapeur, euh, je crois que pour Haïti, le soleil, c'est un vrai bonus. Il y a le Hmm. soleil, tu sais, avec un ensoleillement quotidien phénoménal, Ouais. c'est largement suffisant pour couvrir les besoins d'un foyer haïtien. Euh, L'électricité solaire serait un très, très, très grand avantage si on pouvait le déployer de façon préférable en microgrid.
On peut installer des panneaux partout, ça coûte pas cher maintenant. Les prix ont chuté de façon dramatique depuis les 20 dernières années. On peut les installer sur les toits d'école, les cliniques, on peut les installer dans les villages. Donc, et puis, on peut former des techniciens locaux pour faire la maintenance. Et puis moi, justement, ayant travaillé dans les centrales thermiques, ça, c'est très complexe comme système. C'est plus propice à tomber en panne. Il faut des techniciens très spécialisés, alors que tout ce qui est système solaire, déjà, c'est pas cher maintenant et c'est beaucoup plus facile à maintenir. Donc, ce serait un très, très gros avantage de développer les réseaux solaires. Et puis, l'important, bon, c'est sûr que le problème avec les réseaux solaires, c'est qu'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'électricité. Donc, il faut trouver une façon pour stocker l'énergie. Donc, on peut utiliser les batteries ou utiliser les groupes électrogènes seulement pour utiliser lorsqu'on n'a pas de soleil. Ouais. Et alimenter les batteries aussi. Et alimenter les batteries, voilà. Mais quelqu'un dit aussi, on devrait parler de déchets nuisibles, l'impact de ces déchets-là, les batteries sur l'environnement et comment balancer tout ça. Ouais, ça c'est vrai, mais il y a plusieurs. Quand on parle par exemple, on parlait de défis, ça peut être des opportunités. Donc c'est vrai, il y a plusieurs déchets et il faut trouver une façon pour pouvoir les recycler, mais on peut développer justement une industrie autour de ça. Une industrie qui sont capables de prendre tous ces déchets-là ou trouver une façon pour les détruire ou les recycler. Ou une façon pour les recycler et leur donner une seconde vie. Donc, je sais que Haïti est un pays résilient et qu'on a beaucoup d'ingénieurs et de personnes avec beaucoup de capacités techniques, hein, parce qu'ils en ont besoin avec le manque de ressources qu'on retrouve en Haïti. Donc, ils peuvent mettre ça à profit. Donc, on peut pas nier qu'il y a beaucoup de déchets électroniques, mais moi, je vois plus ça comme une opportunité pour développer une industrie pour pouvoir recycler tous ces déchets-là. Les grands défis là, et pour une transformation énergétique, c'est énorme. On a parlé surtout d'électricité et pour alimenter les data centers, pour permettre non seulement à un jeune d'avoir accès à l'électricité, que ce soit pour étudier la nuit ou autre, mais aussi pour le numérique, pour offrir des services, pour entreprendre des jeunes entrepreneurs qui en ont besoin. Et donc, c'est une nécessité. On ne peut pas parler de technologie, on ne peut pas parler de transformation digitale sans tenir compte de cette réalité-là, de ces besoins-là. Donc, c'est vital, je dirais, pour toute société aujourd'hui. Oui, tout à fait. Moi, je crois que c'est l'un des piliers les plus importants pour le développement. Sans électricité fiable, stable, c'est très difficile de développer une économie et pour une nation de prospérer. Et on le voit en Haïti, on le voit en Afrique du Sud. Tous les pays où on n'a pas d'électricité stable ont beaucoup de difficultés à prospérer. Lenny, quel rôle tu penses que la diaspora peut jouer dans tout ça? Moi, je crois que la diaspora déjà la diaspora joue un rôle en envoyant beaucoup d'argent en Haïti. Donc, le désir est là, mais je crois qu'en Haïti maintenant, après 20-30 ans de personnes qui ont évolué à l'étranger, qui ont développé des connaissances techniques, qui ont développé des connaissances en affaires, la diaspora peut aider de deux façons. Un, en tant qu'investisseur, s'ils peuvent investir ou dans des fonds d'investissement ou dans des entreprises avec des jeunes dynamiques et qui ont beaucoup d'idées pour pouvoir aider ces jeunes qui ont beaucoup de potentiel à rester en Haïti et à aider à développer le pays. La diaspora peut aussi aider pour des personnes qui sont en fin de carrière, qui sont prêts à s'investir à temps plein, à essayer d'appuyer ces entreprises-là avec un genre de mentorship ou peut-être même en allant eux-mêmes si la situation se stabilise pour pouvoir mettre l'épaule à la roue. De mon côté, moi, je fais déjà j'essaie à ma façon d'investir dans le pays, d'investir dans des entrepreneurs. J'essaie de faire la promotion de jeunes entrepreneurs à travers le WSA.
Donc, s'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de façons pour pouvoir aider le pays, qui n'est pas seulement envoyer de l'argent à la famille, mais aussi essayer d'aider un écosystème d'entrepreneurs. Je finirai en disant que moi, j'ai passé 12 ans à Singapour et ce qui m'inspire, c'est que Singapour est un pays presque aussi pauvre qu'Haïti quand Singapour est devenu indépendant en 1965. Presque aussi pauvre qu'Haïti. Aujourd'hui, les gens entendent Singapour, c'est l'un des pays les plus riches au monde. Singapour l'a fait, pas par chance, c'est parce que Singapour a pris des mesures concrètes, ils ont eu une gouvernance, tu parlais de gouvernance, il n'y a rien de plus important que d'avoir une gouvernance compétente. Donc, avec une gouvernance compétente, ils ont pu implémenter des politiques pour pouvoir faire avancer le pays, ce qui incluait une politique énergétique. Donc, avec donc, bon, avant, là, je veux surtout m'assurer et dire que Haïti et Singapour ont un contexte historique, culturel, social complètement différent, mais il y a une certaine philosophie qui reste la même. Tous les pays autour de Singapour n'ont pas évolué comme Singapour. Donc, ça veut dire que à ce moment-là, il y a un côté qui... Le lien que je pourrais faire, c'est que si on a une gouvernance compétente et qu'on est capable de stabiliser le pays, on peut, en très peu de temps, propulser le pays à l'avant. Donc, c'est bon de pouvoir s'inspirer de pays qui l'ont déjà fait. Lenny, tu as un conseil pour ceux-là, pour ceux et celles qui te regardent aujourd'hui? L'énergie, le numérique? Pour les ingénieurs, si je pense à des jeunes, je pense à des ingénieurs ou des techniciens qui voudraient se lancer dans ce domaine, de par mon expérience, je dirais de se former, de maîtriser les fondamentaux techniques, mais aussi de développer des compétences de gestion de projet. Je dirais aussi de développer aussi ce qu'on appelle en anglais EQ. Hein? C'est comme Emotional Intelligence. Parce que c'est quelque chose que dans ma carrière, j'ai remarqué, c'était une lacune. Souvent, les ingénieurs, on est plus introvertis, donc on passe pas beaucoup de temps à essayer de collaborer, à développer des réseaux sociaux. Avec son environnement, C'est ça. Et pour progresser dans une carrière, être très, très compétent seulement techniquement, moi, de mon expérience, c'est pas assez. Il y a des personnes que j'ai connues qui n'étaient pas nécessairement... Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Mais développer un réseau, essayer de faire... Et je sais que c'est un effort. Les gens qui sont introvertis, des fois, ne veulent pas le faire, mais faire l'effort, vous me remercierez dans 10, 15 ans si vous pensez à moi et vous disiez, OK, je me souviens, cet ingénieur m'avait conseillé de faire l'effort de développer un réseau, d'essayer d'engager avec d'autres personnes. Et ça, c'est ce que je profite. Et se lancer dans le numérique, c'est le futur. Le AI, Artificial Intelligence, l'intelligence artificielle, c'est le futur. L'intelligence artificielle. Donc, se lancer dans le réseau, l'intelligence artificielle, l'énergie qui va être essentielle pour le développement du pays et de l'humanité. Donc, se lancer dans ce domaine-là, ça va être un domaine très intéressant. Il va se passer beaucoup de choses dans les prochaines années et ça va être un domaine très, très, très enrichissant pour n'importe quelle personne qui se lance dans l'énergie et dans le numérique. Et se connecter aussi à sa communauté, à sa réalité, pour pouvoir la transformer. Ouais. Moi, t'es content qu'on l'ait né dans le monsieur. Ça fait un plaisir. Parce que moi, sûr qu'il y a des gens qui vont dire, on ne parle français seulement, on va parler créole. C'est sûr que... Ben merci, je ne compte pas les créoles, mais moi, un petit peu gêné par les créoles parce que tout haïtien, là, tendait pas les créoles, de gardons canadien, gardons étranger qui avait essayé par les créoles. Vous comprenez, moi? Alors, plus à l'aise en créole, plus à l'aise en espagnol, mais besoin d'aller en Haïti pour pratiquer le créole, moi. Ouais. Non, mais c'est au sous-route, là. Et moi, remercie vous pour temps, moi, remercie vous pour connaissance que vous partagez avec nous. Et moi, sûr que c'est pas pour la dernière fois. Et nous avons sans doute pour nous parler de projet l'autre fois dans le podcast. Merci en pile. OK, je l'espère et merci à toi. Merci. Ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui dans le cadre de Haiti Tech Connect. Nous avons rendez-vous pour un autre épisode. À la prochaine.